Alors, je m'interroge. Pourquoi? Pourquoi j'ai écouté ma petite voix il y a plus de 3 mois de ça, dans le sud du Maroc où je suis, coincé avec l'histoire du coronavirus? Pourquoi j'ai écouté celui que j'ai appelé mon petit prince, qui m'a soufflé de ne pas aller lutter dans les aéroports euh, pour essayer de trouver un retour vers le Canada? Pourquoi j'ai écouté ce petit prince? Hmm, Je m'appelle Laurent de Roglaudre et je suis l'auteur du site Je suis manager, et je vais poser un certain nombre de pourquoi qui me viennent après ces 3 mois et quelques d'isolement dans le sud du Maroc. Enfin, isolement pas tout à fait, je suis pas tout seul. Mais en tout cas loin de la famille, loin du travail, loin des amis. Et je me suis demandé pourquoi j'ai eu des tas d'aide spontanée. Dès le début, des gens m'ont proposé leur aide, leur soutien, de m'accueillir chez eux en France alors que j'habite au Canada. Des gens m'ont proposé de l'argent. Certaines personnes se sont manifestées pour me dire: écoute, bon, j'ai pas forcément besoin de coaching de manière urgente, mais quand même pour t'aider, je vais te faire travailler. Donc certaines personnes m'ont fait travailler avec du coaching à distance. Et, et en même temps, certains ont été sourds à mes appels, ont été sourds à mes messages, y compris pourquoi ont-ils été sourds quand je leur disais: même si tu dois me répondre non, merci de me répondre. Pourquoi certains m'aident? Pourquoi certains sont sourds? Même pour dire non. Pourquoi Pourquoi il y a eu un élan de solidarité quand, pour la première fois de ma vie, j'ai lancé une cagnotte pour Youssef? Parce qu'en sortant de la marche coaching dans le désert, discutant avec Youssef, je me suis rendu compte qu'il perdait tout son business de caravane dans le désert, de méharé, et qu'il risquait de vendre des dromadaires et qu'il risquait d'être en difficulté financière. Alors, pourquoi quand j'ai lancé ce mouvement, j'ai pu lever en quelques jours, en 2-3 semaines, plus de 4 000 euros, ce qui l'a permis d'ailleurs d'éviter de vendre ses dromadaires. Pourquoi cet élan de solidarité de tout un tas de gens qui, alors certains connaissaient Youssef, d'autres ne le connaissaient pas? Pourquoi aussi, au mois de janvier, j'ai écrit sur un papier, qu'est-ce qui me manque? Et la première chose spontanée qui m'est venue, c'est l'amitié. Alors pourquoi, pendant cette phase du coronavirus, il y a eu autant de amitiés qui se soient manifestées? J'ai parlé à plus d'amis depuis 3 mois que depuis 30 ans. C'est à peu près ça. Parce que pourquoi je suis un paresseux du téléphone, je ne sais pas, mais j'appelle pas. Et là, il y a des quantités de gens qui se sont manifestés. J'ai passé de nombreuses heures avec des amis au téléphone, avec les visioconférences. Pourquoi l'amitié s'est-elle révélée? S'est-elle réveillée? Il y avait du temps, bien sûr, mais pourquoi on n'y pense pas? Pourquoi je n'y pense pas? Pourquoi d'ailleurs j'ai organisé quelques webinaires, dont un webinaire avec les participants à la formation consultant libre. Et, et l'un des webinaires que j'ai fait, j'ai simplement dit aux participants: écoutez, on va simplement se passer la parole pour raconter comment on vit comment on vit ce moment un peu difficile. Pourquoi à la fin de ce webinaire, tout le monde m'a dit que ça lui avait fait du bien? Je, je ne sais pas pourquoi l'écoute fait du bien. C'est ce qu'on vit dans le désert, de s'écouter, d'écouter les autres. Et là, dans ce webinaire, tout le monde s'est écouté avec ses petits et ses gros problèmes. Euh, et le fait d'avoir été écouté, ça allait mieux. Pourquoi l'écoute fait tant de bien? Pourquoi d'ailleurs, quand j'ai fait mes vidéos sur les accords Toltec, euh, j'ai eu des personnes qui m'ont encouragé, et puis d'autres qui m'ont dit: pourquoi parles-tu de ça? Tu devrais parler de l'évangile. Pourquoi ne pourrait-on pas parler d'autre chose? J'aime bien l'évangile, mais je ne suis pas un porte-parole particulier. Et puis les accords Toltec sont une sagesse, peut-être une technique psychologique. Pourquoi ne faudrait-il pas en parler? Pourquoi faut-il l'opposer à quelque chose? Je me pose toujours la question sur les oppositions. Pourquoi on fait plutôt du ou plutôt que du et? C'est bien les accords Toltec, ça résout pas tout, mais c'est sympa. Donc pourquoi ne pas partager les accords Toltec, qui sont un enseignement que j'aime bien? Je ne suis pas le seul.
Et d'ailleurs, par rapport aux accords Toltec, pourquoi dans cette période qui dure depuis des mois maintenant, je me suis fait agresser, peut-être que ça vous parle aussi, par mon juge intérieur, par ma victime intérieure. J'ai passé des moments super et puis terribles, des moments terribles, où il valait mieux pas me parler, où j'ai disparu dans la Palmeraie derrière, sous la canicule, pour aller dans la nature et puis laisser s'évacuer. Pourquoi la nature nous aide d'ailleurs à évacuer tout ça? Pourquoi nos vies dans nos villes nous empêchent finalement, nous contraignent dans du stress, et puis quand on va dans la nature, eh ben, peu à peu les choses vont s'apaiser. Pourquoi, quand je me suis manifesté auprès d'un groupe sur un débat qui était lancé sur le bonheur, pourquoi ça a lancé tellement de réactions virulentes vis-à-vis de moi, puisque je disais que le bonheur était un sujet hors sujet actuellement, que je pense que les gens qui réfléchissent, les gens qui se disent que ça serait bien de passer à l'action, eh bien, il y a autre chose que le bonheur pour l'instant. Il y a plein de problèmes à régler très concrets. Et pourquoi j'ai eu autant de réactions virulentes quand j'ai osé dire que je trouvais que le sujet du bonheur était hors sujet? Euh, Ça m'a étonné. Pourquoi c'était hors sujet? Parce que le bonheur, bien sûr, ça passe et ça vient. Mais quand il y a une crise, quand on est sur un bateau et qu'il y a la tempête, bah, c'est pas le moment, on se dit, si on se prenait un petit pastis, hein, on se dit, bah ok, comment on fait, comment on se mobilise pour baisser la toile, pour se mettre à la cape, pour aller mettre à l'abri ceux qui sont pas bien, et puis les vigoureux, on les laisse sur le pont. Donc c'est ces questions-là qu'on se pose quand c'est la crise. Le petit pastis viendra plus tard. Aussi, pourquoi les émotions sont-elles rejetées souvent dans le milieu de l'entreprise? On va dire il faut laisser les émotions à l'entrée, alors que les émotions font partie de nous. Pourquoi ces émotions faudrait-il ne pas les accueillir simplement? Pourquoi j'ai une telle colère, moi, Laurent? Pourquoi j'ai une telle colère intérieure? Je vais y revenir. Et pourquoi j'ai eu ces moments de déprime, hein? Le moment de déprime, c'est la tristesse qui dit est-ce que tu te prépares à passer à autre chose? Ces émotions-là, elles sont spontanées. Pourquoi d'ailleurs je me suis réveillé certaines fois franchement déprimé, et d'autres fois franchement très joyeux? Est-ce que c'est complètement métabolique? Pourquoi est-ce que ces émotions se manifestent, et pourquoi dire qu'il faut les contenir? Contiens tes émotions, m'a-t-on dit un jour. Mais elle est là l'émotion, au lieu de la contenir, peut-être qu'il faut l'accueillir, se dire qu'est-ce qu'elle signifie? J'en parle dans les vidéos sur les émotions. Mais pourquoi ma colère intérieure? Pourquoi j'ai mis 2 mois à aller chez le même commerce à côté, avec le sentiment que je me faisais arnaquer systématiquement, que je payais 2 fois ou un peu plus que 2 fois le prix? Pourquoi j'y suis allé? Pourquoi j'y suis allé jusqu'à tendre un petit piège aux petits commerçants et me rendre compte qu'en effet, confirmation qu'ils m'arnaquaient? Et pourquoi j'ai attendu ces 2 mois avant de me décider à aller dans une autre petite échoppe à côté, un peu différente, parce qu'on peut pas choisir, on demande aux commerçants du papier toilette, du chocolat, c'est mon petit plaisir, de l'eau, et c'est lui qui va chercher les choses. Pourquoi j'avais peut-être cette idée que je risquais de payer plus cher, alors qu'en fait je paye 2 fois moins cher que l'autre échoppe où c'est un peu plus grand? Pourquoi on a ce réflexe d'aller dans les choses dans lesquelles, bon, c'est un peu... Voilà, j'avais pas trop de relation avec le vendeur dans le premier, et il m'arnaquait. Alors que dans le deuxième, je suis accueilli avec un sourire et puis je paye 2 fois moins cher. Pourquoi j'ai attendu 2 mois avant de prendre cette décision, d'aller voir une autre échoppe et me rendre compte qu'en fait, j'ai raison, je me fais avoir à cet endroit-là. Pourquoi d'ailleurs, hier, je suis allé chez un coiffeur qui m'a réduit un peu la taille de ça et puis la taille de ça. Pourquoi ce coiffeur, qui s'est occupé de mes poils un par un, hein, il avait l'amour du métier et de mes cheveux un par un, il a mis peut-être 1 heure à me redonner un aspect un peu plus citadin.
Pourquoi à la fin il m'a demandé 20 dirhams? 20 dirhams pour 1 heure de travail, 20 dirhams ça fait à peu près 2 euros, ça fait à peu près un peu moins de 3 dollars canadiens. Alors qu'à Montréal, pour la même chose, sans la barbe, je paye près de 35 dollars pour 20 minutes. Pourquoi il y a une telle différence? Pourquoi cet écart si gigantesque? Et ma colère, j'ai aussi constaté que en chantant, pourquoi en chantant ma colère s'évacue? Pourquoi quand on est dans la création, eh bien ça fait du bien? J'ai publié une centaine de chansons. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça m'amusait de le faire, je me disais que c'était un moyen de partager. Mais d'ailleurs, pourquoi certaines de mes vidéos de chansons ont dépassé les 2000 vues en 48 heures et d'autres sont restées à 12? C'est bizarre. J'ai pas compris pourquoi. C'est étonnant. Alors, bien sûr, les titres, quelquefois, le gorille ou mais mourir pour des idées de Brassens, en 24 heures, 48 heures, elle a fait plus de 2000 vues. Je sais pas pourquoi. Pourquoi aussi cette vidéo que j'ai faite sur ma vision sur le fait que la crise du coronavirus n'est pas un complot mondial? Pourquoi cette vidéo a commencé à faire un peu le buzz et j'ai commencé à me faire agresser, à me faire insulter par des inconnus? Pourquoi en fait, pourquoi il se passe ça? Alors j'ai retiré la vidéo parce que ça me casse les pieds de me faire agresser par des inconnus. Mais pourquoi quand on parle de complot, ça attire? Ah, miam miam, le complot. Pourquoi dans de nombreuses vidéos que j'ai regardées, très intéressantes, de gens passionnants, pourquoi la plupart du temps il y a une grande bibliothèque derrière? Est-ce que c'est pour montrer, j'en ai appris des choses, j'en sais des choses? Et pourquoi ces livres ne sont pas en circulation? Plutôt, j'ai lu un livre et puis je le donne, je le vends, je le jette s'il n'a aucune valeur. Pourquoi on doit absolument faire ça? Ça encombre en plus d'avoir tout ce truc. Il y a très peu de livres qu'on relira, très peu. Puis même si on devait les relire, pourquoi ne pas les racheter ou aller dans une bibliothèque, les emprunter? Pourquoi accumuler? Pourquoi accumuler? Je sais pas. Pourquoi, dans le domaine de la création, j'ai écrit un livre pendant ce confinement. Tous les jours, j'étais inspiré. J'ai écrit ce livre. Et pourquoi je me suis vexé? Je me suis vexé quand je l'ai proposé à la lecture de quelques personnes et que j'ai eu des remarques assez sévères. Pourquoi je me suis vexé finalement? C'est pourquoi on se vexe? Pourquoi je me vexe? Pourquoi ça m'atteint finalement alors que nos amis les berbères, moi j'ai posé la question à un jeune berbère dans le désert à qui je demandais comment tu fais pour ne pas te faire agresser par l'injure, et il m'avait répondu simplement: ah si quelqu'un m'insulte, je lui dis non merci. Et il met la main en écran de l'insulte, de l'injure. C'est intéressant ça, de se dire que finalement la parole appartient à celui qui l'émet. Et moi pourtant je me vexe. Pourquoi? Je sais pas. Alors, je me suis posé la question aussi, pourquoi la solidarité est-elle aussi diversement comprise? Par exemple, quand j'ai demandé à mon logeur inconnu, parce que c'est un grand machin, je sais pas ce que c'est, à Montréal, donc il y a une administration entre l'actionnaire et puis moi, donc je suis en face d'administrateur à qui j'ai demandé de faire un effort par solidarité, puisque j'ai plus de revenus depuis que je suis pratiquement plus, depuis que je suis ici. Et je lui ai demandé de faire un effort, par exemple, de ne pas appliquer l'augmentation de loyer. Et pourquoi m'a-t-il, ou m'a-t-elle, je crois que c'était une femme qui me répondait, m'a-t-elle répondu: les engagements pris avant la crise du coronavirus doivent être tenus. Pourquoi pas de cœur? Alors qu'exactement au même moment, avec Brahim, qui est mon hébergeur ici, qui m'héberge pour pas grand-chose en pension complète, pourquoi j'ai pris avec lui un cahier au bout d'un mois où je lui avais pratiquement rien payé, un mois et demi je lui avais pratiquement rien payé, alors qu'il a plus du tout de locataires et que c'est la saison haute pour le tourisme? Pourquoi quand je lui ai fait le calcul en disant voilà, je te dois ça, j'arrivais à 5300 dirhams, pourquoi sans que je lui demande, il m'a pris le cahier, il m'a pris le stylo,
il a rayé les 5300 et il a écrit 5000. Pourquoi la solidarité est-elle comprise de manière différente? Pourquoi Youssef, le voisin qui est chauffeur de taxi, l'autre jour, me voyant dîner, me dit: est-ce que tu veux un dessert? Je dis: bah écoute, non. Et pourquoi il est allé chercher un dessert alors que lui, ça fait 2 mois, 3 mois qu'il n'a plus de revenus du tout, et qu'il a une famille, et qu'il est souriant? Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi, quand j'ai fait une vidéo un peu vigoureuse sur oui, quelques-unes des choses qui me choquent, et que j'ai sollicité des avis sur et si je me mettais à la permaculture, pourquoi j'ai eu cette comment dire, ces deux polarités si différentes qui se sont manifestées? C'est-à-dire, d'un côté, des gens qui m'ont dit: waouh, Laurent, c'est génial, fonce, vas-y, c'est super, et puis qui m'ont envoyé plein de liens, plein d'idées, donc il y a ça qui s'est manifesté. Et pourquoi l'autre polarité de personnes qui seulement sont bienveillantes vis-à-vis de moi, mais ont été quelquefois d'une agression extrêmement forte, en me disant que je n'assumais pas mes responsabilités en disant des choses pareilles, que la permaculture était un rêve, ou voilà, il fallait que je m'occupe de ma famille. Pourquoi croit-il que je ne m'occupe pas de ma famille? C'est bizarre. Pourquoi le mot doudingue qu'utilise Aurélien Barraud dans ses conférences, cet astrophysicien qui s'est pas mal engagé dans la défense de tous les problèmes auxquels on est confronté, et qui dit d'ailleurs, qui a raison, on n'est plus à l'heure du diagnostic, on est à l'heure de l'action. Donc on peut encore faire des diagnostics, mais les diagnostics, ça va, le malade est malade, c'est sûr. Donc il faut qu'on s'occupe maintenant de passer à l'action. Pourquoi ce mot doudingue moi, m'a marqué, et pourquoi finalement il dérange? Parce que quand on est inscrit dans un système dans lequel, en effet, on a un certain nombre d'avantages, on a des revenus, on a une situation, on a même une situation sociale, mais quelquefois on contribue, ça a choqué beaucoup que je dise ça, à des gadgets, ou bien, au bout du compte, à des contributions dont on sait qu'elles détruisent globalement notre bien commun. Pourquoi continue-t-on là-dedans? Alors évidemment, c'est très facile quand je parle de gens qui travaillent dans, par exemple, l'armement. Ah bah non, c'est pas bien, il ne faut pas travailler dans l'armement. Pourquoi se pose-t-on cette question? Pourquoi c'est si simple quand on parle de l'armement? Et pourquoi c'est plus subtil quand on parle de tout un tas d'autres métiers qui contribuent, de près ou de loin, finalement, à la dégradation de notre bien commun? Je lisais il y a quelques mois une compagnie pétrolière qui se vantait dans une publicité de dépenser 10% de son budget recherche et développement dans les énergies renouvelables. Pourquoi sont-ils fiers de ça? Je ne comprends pas. Qui sont les doudingues? C'était une bonne question que pose Aurélien Barraud sur tout un tas de sujets. Et on dit, un de mes anciens boss américains m'a dit: Laurent, tu bosses sur du nice to have. C'est du nice, c'est-à-dire que c'est chouette de l'avoir, il faut que tu bosses sur du need to have. Alors typiquement, le need to have, c'est mettre de l'essence dans la voiture, parce qu'on a besoin de mettre de l'essence dans la voiture, il faudrait que je bosse dans le pétrole par exemple. Ou bien manger, c'est important, donc il faudrait que je bosse dans la bouffe. La permaculture par exemple. Et en fait, les consultants, les philosophes, les coachs, les ethnologues, les sociologues, enfin tous les gens qui brassent des idées, ils sont finalement dans du nice to have. Ils ne sont pas dans du need to have, parce que bon, c'est sympa de discuter des idées, mais ça ne fait pas manger, ça ne fait pas se déplacer. Et pourtant, peut-être qu'on pourrait commencer à inverser le propos. C'est que les gens qui brassent des idées sont dans le need to have. On a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser des questions. Tous, moi le premier, se poser des questions. Mais comment je mange? Pourquoi j'achète une tomate qui a fait je ne sais combien de centaines de kilomètres? C'est une bonne question. Pourquoi je mets... Alors j'ai plus de voiture, mais pourquoi j'ai mis autant d'essence dans autant de voitures depuis si longtemps?
Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens? Là, j'ai plus de voiture depuis 2 ans, je trouve des moyens. Quand j'en ai besoin, j'en loue une, je suis aussi dans le monde réel. Mais il y a plein de questions. Pourquoi j'aurais besoin sans arrêt de prendre une voiture pour faire, je sais pas, hein, quand on habite une grande ville, alors quand on habite loin dans un petit village, c'est un peu différent. Mais en tout cas, inverser le propos, c'est quoi le nice to have aujourd'hui? Et c'est quoi le need to have? Si on inversait, on disait qu'en effet, tout ce qui est soi-disant dans le besoin, on a besoin de l'avoir, a besoin d'être challengé. Pourquoi je dis que j'ai besoin de ça? Ai-je tant besoin de ça? C'est une vraie question. Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Pourquoi j'ai besoin de cette grande bibliothèque? Je ne dis pas que c'est pas bien de lire, j'adore lire. Mais une fois que j'ai lu, pourquoi je ne fais pas circuler mon livre? Je possède. C'est ça. Mes enfants, mon grand-fils me dit, c'est pas nous qui possédons les choses, c'est les choses qui nous possèdent. Je trouve ça assez sage comme remarque. Donc pourquoi ne pas inverser ceux qui sont dans le need to have, ceux qui sont dans le nice, ou en tout cas se poser la question. Et puis peut-être d'ailleurs, c'est un appel, mais c'est pas que pour moi. Pourquoi ne pas faire travailler un peu plus les gens qui font bouger les idées, qui donnent du courage à ceux qui sont à la décision, de prendre les bonnes décisions? Parce que c'est ce que je vois aussi. Pourquoi je vois des dirigeants quelquefois qui me disent oui Laurent tu as raison, il faudrait qu'on bouge ça, mais après ils ne le font pas. Pourquoi? Ils ont besoin de courage, donc ils ont peut-être besoin de payer des gens qui leur donnent le courage. Pourquoi ne pas payer des gens qui donnent le courage? Moi j'ai besoin quelquefois que les gens me donnent du courage. Et je suis prêt à les payer, il faudra que je paye des coachs aussi, je paye des psys, des kinésiologues, des gens qui m'aident. Pourquoi pas payer ces gens-là? Pourquoi faut-il toujours payer des choses qui nous servent à accumuler? C'est bizarre quand même. Pourquoi? Je me rappelle être rentré un jour chez des amis, mais dans la chambre de leur fille, et avoir vu des jeux de société du sol au plafond. Bien rangés, hein. Pourquoi? Mais à quoi ça sert? Pourquoi je fais cette vidéo? Est-ce que c'est pour mon propre ego? Peut-être, j'en sais rien. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Pourquoi cette mouche tous les matins, je sais pas si c'est la même, depuis 3 mois, consciencieusement, au moment où le soleil se lève, elle vient me casser les pieds, elle vient me réveiller. Alors je me cache sous le drap, mais elle est maligne parce qu'elle vient du coup faire bzzz au-dessus de mon oreille, puis éventuellement au travers du drap se poser sur ma joue. Alors ça m'agace. Et pourquoi elle lâche pas le morceau? Alors est-ce que c'est son ego à cette mouche, ou est-ce qu'elle a un rôle? Son rôle c'est de me réveiller. Bon, je sais pas. Pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi cette mouche vient me réveiller? Pourquoi mon petit prince m'a dit de rester ici? Je sais pas. Hier, je suis allé une fois de plus avec un sac en plastique et une paire de gants que j'ai acheté ici. Je suis allé remplir un sac de détritus. Bon, si certaines personnes se posent la question, tout ça, le diagnostic n'est pas fait, j'inviterai toute personne qui se pose des questions sur tout ce qu'on raconte dans les médias, sur les catastrophes qui arrivent, je les inviterai à venir ici et je les emmènerai se promener dans la Palmeraie avec moi, juste pour faire 2 constats. Peut-être que les gens qui seront avec moi feront d'autres constats, mais en tout cas, il y aura au moins ces 2 constats-là. Un premier constat, c'est qu'il y a du plastique partout, des cochonneries partout. C'est impressionnant. Qui a eu l'idée de foutre ce plastique-là? C'est une bonne question. Qui a fabriqué ce plastique sans penser à l'ensemble du cycle de recyclage en fait? On fait quelque chose qui abîme notre bien commun, mais on pense pas jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de plastique partout? C'est une bonne question. Alors, la personne qui doute sur les problèmes auquel on est confronté, je l'emmènerai se promener et voir qu'il y a du plastique partout. Moi, ça me choque, j'ai mal à ma planète quand je me promène dans la Palmeraie. Et puis, la personne qui viendra avec moi, la deuxième chose, je lui dirais, t'as remarqué qu'il y a très peu de parcelles qui sont cultivées. Pourquoi? Pourquoi les parcelles ne sont pas cultivées? Est-ce que ça veut dire que les gens ici sont des paresseux? Pourquoi seraient-ils paresseux? Ils ont besoin de manger aussi. Alors, quand j'ai posé mes questions, j'ai compris quelque chose, c'est que il y avait de l'eau à 8 mètres.
Alors l'eau à 8 mètres, on peut aller la chercher à quelques courageux, on creuse un trou et puis on arrive à aller chercher de l'eau à 8 mètres. Et puis, il y a quelques années, on est venu ici, il y a quelques investisseurs qui sont venus développer la culture de la pastèque, qui a beaucoup besoin d'eau. Et pendant quelques années, ils sont restés là, puis après ils sont partis. Parce qu'évidemment, entre-temps, l'eau était passée de 8 mètres à 70 mètres. Il ne faut pas les mêmes moyens pour aller chercher l'eau à 8 mètres ou l'eau à 70 mètres. Donc pourquoi les parcelles ne sont pas cultivées ici? Pourquoi les gens ici font pas des trous à 70 mètres? Enfin, franchement, qu'est-ce qu'ils foutent avec la température à 40 degrés? C'est bizarre, non? Pourquoi? Alors, hier, comme je le disais, je suis allé une fois de plus avec mon sac dans l'oued à côté, qui était rempli de détritus, Donc je suis allé remplir de détritus et j'ai fait ça pour la énième fois. Je fais ça tout seul bon, il y a des gens qui me disent bonjour, il y a des gens qui me disent merci. En général, les personnes qui ont de l'âge me disent merci. Il y a des jeunes qui sont assis, qui sont assis sur le muret, qui se tapent sur leur bidule et qui me regardent sans rien dire. Et puis je remplis mon sac, ça m'occupe et puis ça me fait du bien. Pourquoi ça me fait du bien au cerveau, je sais pas, mais en tout cas ça me fait du bien au cerveau. Donc je remplis mon sac consciencieusement. Et pourquoi juste hier, je suis probablement à quelques jours de quitter Zagora, je ne sais pas, mais pourquoi juste hier, alors que je finissais de le remplir vers la fin, il y a un petit garçon qui est descendu dans l'oued avec moi et en courant de plastique en morceaux, en canettes jetées, écrasées et autres linges plein de poussière. Pourquoi il est venu? Il est venu puis il m'a aidé à remplir mon sac. C'est la première personne qui vient m'aider depuis que je fais ça. Et peut-être que c'est la réponse à pourquoi mon petit prince m'a dit de rester ici. Mon petit prince, il m'a peut-être dit de rester ici pour ce petit garçon que j'ai vu hier, qui a une dizaine d'années, et qui a dû se demander pourquoi ce monsieur est en train de ramasser des plastiques devant chez moi. Je sais pas. Peut-être que mon petit prince m'a dit de rester pour ça. Peut-être qu'il faut que je reste ici pour collecter le plastique. C'est une belle activité. Ça détend. Et puis après, on est fiers. On voit, tiens, c'est tout propre pendant un certain temps. Parce que 48 heures après, il y a déjà des tas de saloperies. Pourquoi 48 heures après, y a-t-il déjà des tas de saloperies? Est-ce le vent? Parce que là, il n'y a pas d'eau qui passe dans l'oued. Est-ce les gens qui jettent? Pourquoi les gens jettent-ils des choses? C'est bizarre quand même. Alors qu'il y a une poubelle, il y a plein de poubelles sur toute la rue. Il y a des poubelles partout. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas, je m'interroge pourquoi. Alors, j'aurais pu encore discourir pas mal sur pourquoi mon petit prince m'a dit de rester ici. Il m'a amené à me poser beaucoup de questions. Un des articles que j'ai écrit tout à fait au début de la crise du coronavirus, c'est qui va gagner? La peur ou l'amour? Pourquoi la peur ou l'amour? Parce que ce sont les opposés finalement. Si j'ai peur, je vais me préparer à la bataille. Si je suis plutôt dans le lien avec les autres, dans la relation, dans la solidarité, dans l'écoute, dans les émotions, je me rapproche peut-être plus de la dimension de l'amour de l'humain, même si il ne s'agit pas d'être bisounours comme on voit souvent. Bien sûr que c'est important d'être complètement incarné dans les difficultés et puis qu'on apprend parce qu'il y a des difficultés. C'est dommage, on aimerait que la vie soit un long fleuve tranquille, c'est juste pas possible. En tout cas, ces deux polarités-là sont les deux polarités dans lesquelles on peut se positionner. Y compris d'ailleurs l'amour étant, c'est quelque chose que j'ai appris dans le désert avec l'un de mes coachs, Pierre. L'amour est impitoyable. Ça m'avait étonné quand Pierre a dit l'amour est impitoyable, l'amour est sans pitié. Ça veut dire qu'il y a certains moments où par amour, je dois faire quelque chose d'extrêmement vigoureux, d'extrêmement ferme, de grande discipline, de grande autorité. Mais je le fais par amour parce que je sais que c'est ce qui peut, je dis je pense que c'est l'action d'être dans l'intention, d'être dans la communauté humaine, plutôt à l'écoute, plutôt dans le partage, plutôt dans le fait de veiller à ce qui va se passer après nous,
hein, dans voilà, la dimension durable de la décision que je prends. Et ça, j'en appelle à tous les gens qui prennent des décisions. Arrêtez de penser seulement à j'ai j'ai eu, pourquoi j'ai entendu récemment, patron une grande entreprise française qui doit prendre sa retraite dans 1 an et qui prend des décisions où c'est la peur qui domine manifestement parce qu'il n'ose pas prendre des initiatives créatrices, innovantes, etc. Et son équipe de direction d'ailleurs, on est toutes malheureuses. Mais pourquoi d'ailleurs ne se lève-t-il pas pour dire bon écoute ça suffit, dans 1 an tu prends ta retraite, alors laisse-nous bâtir quelque chose de plus durable, de plus soutenable. Pourquoi on n'ose pas se lever? Pourquoi on se laisse entraîner par la peur plutôt que par l'amour? Pourquoi je me laisse souvent entraîner plus par la peur que par l'amour? Je ne m'exclus pas de cette histoire, c'est pas ça. Mais pourquoi je me laisse entraîner dans la peur, dans le fait de me racornir, plutôt que oser partager, oser dire que je suis fragile. La fragilité partagée permet d'être plus solide ensemble. Si mes compagnons de voyage savent que je suis fragile là-dessus et qu'eux osent me dire qu'ils sont fragiles là, c'est très bien. Au moment où ça arrive, c'est moi qui vais prendre le leadership. Mais au moment où ça arrive, je demande qu'on prenne le leadership pour moi. Parce que là, je suis dans une zone de fragilité. Si j'ose partager ma fragilité et si mes compagnons de route le font aussi, et si j'en tire pas avantage de connaître les fragilités des autres, au contraire, je me dis bon bah là il est dans sa zone fragile, je vais l'aider. Là je suis dans ma zone fragile, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui va gagner, la peur ou l'amour? Pourquoi l'un ou l'autre? Est-ce que les autres, la peur et l'amour vont continuer? Bien sûr que la peur et l'amour vont continuer, c'est évident. Mais pourquoi je ne tâcherais pas de remettre ça en conscience régulièrement? De dire ok, face à cette décision, face à cette action, qu'est-ce qui m'amène à prendre cette décision? Qu'est-ce qui m'amène à rentrer dans cette action? C'est la peur qui dirige ou c'est l'amour qui dirige? Pourquoi je ne me pose pas cette question tous les jours? Pourquoi je ne me fais pas davantage confiance? La conscience. Voilà, peut-être qu'un de ces jours, je ne sais pas, peut-être qu'un de ces jours je vais pouvoir partir, c'est pas sûr parce que c'est très compliqué, c'est un peu kafkaïen de quitter cette région. Je suis allé voir hier le, le pacha, qui est la personne qui donne les autorisations de circulation, et j'ai compris, un type qui fait bien son boulot manifestement, mais j'ai compris que son job à lui c'est de dire non à tout le monde, parce que tous les gens que j'ai vus passer devant moi arrivaient avec les yeux pleins d'espoir d'obtenir une autorisation, et puis repartaient en disant je l'ai pas eu, et moi aussi il m'a dit non. Donc peu importe, l'inconnu fait partie de l'histoire. Voilà, oser aller vers l'inconnu. Voilà pourquoi. Je m'interroge. J'ai encore un petit milliard de questions, mais pour aujourd'hui, j'ai envie de juste laisser celle-là. Pourquoi choisir la peur? Pourquoi choisir l'amour? Je vous laisse ça. Bonne journée.